Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Vergniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon marché. Quelle mouche à bœuf a piqué la Cour des comptes? C'est la question que se posent en ce moment tous les éleveurs et même le monde de l'agriculture en grand témoin, car la Cour des comptes a rendu la semaine dernière un rapport qui stigmatise, qui pointe du doigt l'élevage français, l'élevage bovin en particulier, mais alors qu'elle devrait faire sur un plan financier, uniquement, eh bien là, non. La Cour des comptes devient l'arbitre de l'écologie mondiale, une sorte de sauvegarde de la planète à travers la Cour des comptes. On ne comprend pas, dans le monde de l'agriculture française, quelle mouche a piqué la Cour des comptes, puisque elle se targue de vouloir réguler l'élevage bovin français au titre de trop d'émissions de gaz à effet de serre, pour pas le nommer le méthane, vous le savez, car quand la vache pète, elle produit du méthane. Oui, il faut dire les mots comme ils sont. Eh bien, la Cour des comptes voudrait que l'élevage français soit réduit à portions congrues. On va en discuter ensemble ce matin, nous qui aimons la viande, pas plus que tout, mais au milieu de tout. Et je suis ce matin en studio avec Véronique Langlais, la présidente des bouchers parisiens. Bonjour Véronique. Bonjour Vincent. J'imagine, et au téléphone dans quelques secondes, des spécialistes du sujet, j'imagine, chère Véronique, que la boucherie française s'est étranglée en entendant cet avis motivé par on ne sait quelle idée. Alors oui et non, on s'est étranglé sur le moment parce qu'on s'est dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, et en regardant de plus près le rapport, on ne s'est pas du tout étranglé puisqu'on a vu que l'avis était plutôt partial. En fait, on a l'impression que la Cour des comptes commence à s'orienter vers une écologie punitive. Donc on va remettre l'église au centre du village, expliquer aux consommateurs ce qu'il en est réellement. C'est ce qu'on va faire ce matin, chère Véronique. Peut-être n'y a-t-il plus que des végans à la Cour des comptes. On va le découvrir certainement ce matin avec Johan Barbe qui est avec nous au téléphone. Bonjour Johan. Bonjour. Depuis ses Vosges, son beau département des Vosges, au milieu de son troupeau de vaches laitières et pas seulement, il est membre du bureau de la FNSEA en charge de l'élevage. Je dis pas de bêtises, Johan. C'est cela. Alors vous, si les bouchers se sont émus un temps, je pense que la FNSEA s'est carrément étouffée en apprenant cela. Bah oui, c'est effectivement, l'ensemble des producteurs a été étouffés et surtout blessés. Oui. Blessés par un tel rapport qui est effectivement assez spartiate et qui prend pas tout en compte, et on est sur une écologie une fois de plus très punitive. Mmh. Et oui, on a oublié attendez, de prendre en compte. Excusez-moi, je vous coupe parce que on parle d'écologie punitive. Ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes de faire l'arbitre de l'écologie française et encore moins mondiale. Bah, effectivement, c'est vraiment pas le rôle de la Cour des comptes. En plus de ça, le thème du rapport, c'était pour savoir si les aides étaient bien distribuées. Voilà, c'est cela. Et à la fin, on se rend compte que on parle de consommation de viande moyenne par Français, on parle des tonnes de méthane émises par les vaches, et ça nous convient pas du tout. Et c'est la Cour des comptes qui se permet de faire des conclusions très hâtives et partiates par rapport à l'ensemble des données. Et en plus, elle propose... les solutions qu'elle propose. C'est ça, les solutions proposées, c'est la réduction du cheptel français, c'est ça, pour faire simple. On met les vilains petits canards de côté, on les évacue, et puis finalement, on garde que les bons. Donc ça va être Et là encore, ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes. Il y avait des bons, des mauvais en plus. Ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes de faire cet arbitrage, bien entendu. Alors avec nous au téléphone, à côté, pas à côté, puisque c'est de l'autre côté de la France, puisque Johan Barbe, lui, il est dans les Vosges, et on est avec Benoît Rouillet en Bretagne. Bonjour Benoît Rouillet. Bonjour. Benoît Rouillet, dont certains qui s'intéressent à l'élevage suivent activement les comptes sur les réseaux sociaux. Vous êtes responsable de projet en alimentation à l'IDEL. Alors l'IDEL, c'est l'Institut de l'élevage, donc vous êtes carrément dedans, et vous vous occupez en particulier donc de ces problèmes d'alimentation du bétail. Alors Benoît Rouillet, là encore, du côté de l'IDEL, alors, inutile de dire que c'est l'émotion et l'incompréhension devant un tel rapport. Oui, absolument. On l'a reçu de la même façon que les éleveurs, je pense, puisqu'on travaille dans les mêmes filières. Donc, on était un peu interloqués sur les solutions qui étaient proposées, et puis parfois sur quelques chiffres qui étaient annoncés, comme sur les potentiels de réduction du méthane, par exemple. Puisque nous, on pense qu'il y a des choses à mettre en place qu'on peut compiler et qui peuvent avoir des effets beaucoup plus importants que ce qui est annoncé dans le rapport. D'accord.
Et nous, on pense que les réductions de méthane du troupeau actuel peuvent aller de moins 30 à moins 50% en cumulant les leviers, alors qu'il y a 10 à 20% d'annoncés dans ce rapport. Donc voilà, on était un peu surpris par plusieurs chiffres, plusieurs choses. Ensuite, la Cour des comptes a dû estimer que ce rapport valait la peine d'être publié. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il fait réagir. Bon, alors Johan Barbe, je rappelle que vous êtes au bureau de la FNSEA, en charge de l'élevage. Alors vous êtes vous-même éleveur dans les Vosges, éleveur plutôt laitier quand même, hein, en grande partie. Oui, c'est ça, plutôt laitier. Alors, ce qui a surpris tout le monde dans ce rapport, c'est effectivement d'abord cette dérive écologiste qu'on ne comprend pas du côté de la Cour des comptes, hein, qui a pour vertu que de mettre le nez dans les comptes de la nation et dire ce qui va et ce qui va pas. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, ce rapport, il était rendu sur le fait de savoir si les aides qui étaient apportées à l'agriculture, on sait qu'elles sont importantes, hein, souvent l'agriculture on entend cette expression sous perfusion, des aides publiques, et c'est savoir si cela conduisait à un chiffre d'affaires suffisant et donc était légitime en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, on voulait juger justement de ces aides parce que effectivement, l'élevage continue de manquer de revenus, notamment pour ces producteurs qui font ce métier-là. Et la Cour des comptes devait flécher sûrement ou au moins dire ce qui n'allait pas dans le fléchage des aides. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la conclusion du rapport est allée tout autre part. Et finalement, on a oublié aussi dans ce rapport tous les bénéfices que l'élevage peut rendre, aussi bien par l'aspect biodiversité par les prairies. Bien sûr. Et surtout l'ensemble des plans de filière qui ont été demandés, notamment à Rungis par le président Macron, s'engagent vers des réductions de méthane. Tout ça, aucun bruit dans ce rapport. Donc aujourd'hui, nous, on reste stupéfié d'un tel rapport. Le président de la Cour des comptes s'est exprimé en disant que le rapport était vraiment fléché sur les aides. Aujourd'hui, malheureusement, on ne parle que de la conclusion qui fait des conclusions très hâtives. Et je voudrais quand même rappeler que les prairies aujourd'hui, c'est 13 millions d'hectares en France. Et à elles seules, elles captent 55% des émissions de méthane de nos vaches. Donc au final, on a déjà de la moitié qui est compensée par elles-mêmes. Donc derrière, ce qu'on veut, c'est préserver les prairies, parce que ça, tout le monde le dit et personne ne le dément. C'est un atout pour plein de choses, notamment la biodiversité. Et derrière, si on supprime une partie des élevages français, il faudra être clair, hein, qu'est-ce qu'on fait de nos prairies? Donc, nos prairies, on les veut, sauvons-les. 85% de l'autonomie de nos exploitations est faite globalement par les prairies. Il faut que ça continue, donc arrêtons de stigmatiser une production qui est l'élevage bovin notamment, et rappelons les engagements des différentes filières pour réduire les émissions de carbone et de méthane. Alors, avant de parler des solutions pour capter ce méthane, qui est aussi d'ailleurs une source d'énergie, hein, si on sait le capter, hein, parce que on peut faire fonctionner pas mal de choses avec le méthane, on le sait bien. On se tourne vers Benoît Rouillet pour savoir, en définitive, vous connaissez la vache comme votre poche, qu'est-ce qui produit du méthane? C'est la fermentation dans la digestion de l'animal? Alors oui, absolument. C'est cette capacité unique que les ruminants ont à digérer la fibre, donc les fourrages et principalement de l'herbe, grâce à ces 4 estomacs, une machinerie assez complexe, mais le fait de pouvoir digérer ces fibres-là va entraîner tout un tas de produits, dont l'un d'entre eux, le méthane. Et Vincent, je me permets de vous reprendre gentiment, vous avez parlé des pets des vaches en introduction, mais ce sont les rots des vaches. Ah bah oui, puisqu'ils ruminent, ça ressort plutôt pas. Oui, au moment de la rumination. Oui, non mais vous avez raison de le signaler. Nonobstant, on peut dire que aussi, disons que ça sort de tous les côtés, car comme le disait un grand auteur spécialiste des vaches, qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion. Voilà, pour la vache, en tout cas, elle libère beaucoup de méthane. Absolument. Bon. Oui, mais si je peux me permettre, il y a un levier justement dans l'alimentation des ruminants que l'on peut lever par rapport à cette problématique, j'imagine, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Il y a en fait, autour de l'alimentation et de ce méthane, il y a 4 leviers majeurs qu'on peut mettre en œuvre pour les réduire de façon efficace. Et en plus, c'est souvent économiquement intéressant pour les éleveurs. Alors attendez, vous savez quoi? On va faire une petite pause, parce que là, c'est juste le moment où on a besoin de reprendre son souffle, au moment de parler de la vache et de sa physiologie. On revient dans 1 minute et vous allez tout nous expliquer, Benoît. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour au milieu de notre prairie pleine de belles vaches françaises, puisque ce matin, on revient sur le rapport de la Cour des comptes qui pointait du doigt l'élevage français comme étant un grand destructeur de la planète. Alors, on essaye de mettre les choses au clair, les choses au point, de se poser les bonnes questions. On est avec Johan Barbe, membre du bureau de la FNSEA en charge de l'élevage, Benoît Rouillet, responsable de projet en alimentation à l'IDEL, qui est l'Institut de l'élevage. On est dedans, on est bien dedans. Et avec nous en studio, Véronique Langlais, qui nous fait la grâce d'être là ce dimanche matin pour évidemment donner le point de vue des bouchers et bouchères de France. Alors, on était avec Benoît Rouillet qui allait nous expliquer en définitive un peu cette physiologie de la vache. Pourquoi est-ce que la vache produit tant de méthane? On vous écoute, Benoît. Oui, elle produit du méthane, je le redis, parce qu'elle a cette capacité unique en tant que ruminant à digérer des fibres. Et donc, ce qui fait qu'elle va émettre du méthane, la digestion des fibres entraîne cette production-là. Est-ce qu'on peut dire au passage, excusez-moi, parce que moi c'est un de mes chevaux de bataille, de dire que la vache est une usine à digérer l'herbe que nous ne digérons pas et nous donne de la protéine animale lorsqu'on mange de la viande ou du lait. C'est donc un auxiliaire extraordinaire de notre alimentation. Absolument, parce que là encore, elle transforme des éléments que nous, humains, nous ne savons pas valoriser dans notre alimentation. La cellulose, et on a d'ailleurs notamment. caractérisé ça. On l'a fait à travers des travaux scientifiques pour caractériser ça. En gros, une vache, dans ce qu'elle consomme, il y a 90% des protéines qu'elle consomme que nous, on ne sait pas valoriser. Voilà, et elle valorise bien quand elle est bien élevée. Alors, on se disait juste avant la pub, il y a quatre points majeurs à ne pas oublier. On vous a un peu coupé la parole, Benoît. On vous écoute. Eh bien oui, je reprends sur ces 4 points. Donc, à l'échelle d'un élevage, on peut agir sur la conduite de son troupeau, c'est-à-dire grosso modo sur la gestion de la démographie pour produire la même quantité de lait ou de viande, mais avec moins d'animaux. Et dans ce cas-là, on est moins impactant en termes d'émissions. Oui, je crois que Johan Barbe, c'est un sujet qui vous touche particulièrement, de dire que 2 vaches qui produisent 2000 litres, ça produit 2 fois plus de méthane qu'une vache qui en fait 4000. C'est cela, oui, non, mais on peut faire vite des comparatifs, mais je pense que ce qui est important, c'est de se rapprocher justement des instituts techniques comme l'IDEL pour nous accompagner. Et derrière, enfin, je veux dire, ce qui nous a aussi étonné dans ce rapport, c'est leur capacité à dire qu'il fallait consommer moins de 500 grammes de viande par semaine. Et effectivement, on en est tous convaincus. Mais en moyenne, en France, on est qu'à 370. Non, donc, 300 même. 300. Attention, la bouchère n'est pas d'accord là. Elle non, suit on les est à chiffres. 300, malheureusement. Elle a l'application sur son portable. Non, et non, les c'est suit pas une heure par heure. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en dessous des recommandations. Alors, certes, on a peut-être encore une partie de la population qui est au-dessus, mais globalement, on est en dessous et on a aussi un rapport qui nous a dit que 16% de la population française n'arrivait pas à se nourrir à sa faim. Exactement. Donc, il faut faire attention dans des messages qu'on envoie comme ça gratuitement, j'ai envie de dire, de la part de la Cour des comptes. Derrière, tu as un vrai impact sur le consommateur. Bien sûr. Et le consommateur s'y retrouve plus. Et je voudrais quand même rappeler aussi que la consommation de viande française a des vertus, notamment par rapport aux prairies, tout ce que je vous ai mis en avant. Mais c'est aussi éviter de la décarbonation ailleurs, quoi. Il faut absolument qu'on soit conscient que c'est chez nous que ça doit se passer. Pensée globale, effectivement. Et l'importation de la carbonation, et je suis désolé, c'est vraiment un risque que l'État et notamment la Cour des comptes est en train de nous annoncer, puisque si on produit plus chez nous, on va consommer autrement, quoi. C'est ce qui se passe déjà dans d'autres filières. C'est ce qui se passe déjà, et je rappelle que grosso modo, la France n'impacte, on va dire, ce réchauffement climatique que pour 1%. 0,8. Ouais, enfin un peu moins d'1%, effectivement. Donc à l'échelle mondiale, réduire, je ne sais pas quel est l'impact de la vache au milieu de toute la pollution carbone de la France, mais ça ne doit pas représenter beaucoup à l'échelle mondiale. D'après leurs calculs, c'est 11% de 0,8. Voilà, c'est ça. Donc c'est 0,08%. Oui, c'est très infime. Et encore, ce sont des modes de calcul qu'on peut... Discutable ? Oui. Bon, on va discuter. Alors Benoît Rouillet, on vous a à nouveau coupé la parole. Premier point, la conduite du troupeau. Deuxième point. Deuxième point, c'est effectivement la ration. On peut agir à l'échelle de la ration pour modifier un peu les processus digestifs et pouvoir émettre moins. La ration, c'est ce que mange la vache, enfin le bovin. Et alors, j'allais vous poser la question, ça tombe bien. Effectivement, est-ce que selon qu'on mange du tourteau de soja, de l'herbe fraîche, des céréales, des protéagineux, est-ce que ça change l'émission de méthane ?
Oui, ça peut changer les émissions de méthane par rapport à la nature de ce qui est apporté. Plus ou moins fibreux, plus ou moins de sucre dans l'alimentation, etc. Oui, parce que les sucres sont fermentescibles et ça doit être terrible, ça. Exactement, exactement. Donc pas trop de céréales, quoi. Plutôt de l'herbe et pas trop de céréales. Si, dans des proportions respectables, ça peut être un bon atout. Mais ça veut dire avoir une ration un peu plus dense en énergie, mais apportée par des sucres, pour émettre un peu de moins par kilo de lait. C'est ça. Ouais. Mais de fait, on prend un peu de place à l'herbe. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà, il y a des équilibres à trouver. Oui, Véronique Langlais. J'ai une question. Moi, j'ai des bovins qui sont engraissés à la pulpe de pruneau en phase finale. Est-ce que Où ça, dans le Lot-et-Garonne, j'imagine? Oui. Est-ce que c'est bon ou pas? Enfin, au niveau du persillé, c'est génial, mais est-ce que par rapport à notre problématique, c'est bien ou pas? Le fruit, quoi, le sucre. De toute façon, j'aurais tendance à dire que oui, à partir du moment où on va aller valoriser ces coproduits. Parce que tous ces coproduits, il y en a à peu près 12 millions de tonnes de matières sèches qui sont produites en France, issues de nos industries alimentaires. Il y en a les 3/4 qui sont valorisés en alimentation. Et ça, je dirais que, au-delà de l'émission de l'animal, d'un point de vue empreinte carbone, ce recyclage de coproduits par les animaux, c'est de toute façon bénéfique. On a vraiment un animal qui est recycleur, encore une fois, pour valoriser des choses que nous, on ne sait pas valoriser. C'est ça. C'est comme le cochon qui mange les déchets de la ferme depuis des milliers d'années. La vache, elle va manger des choses que l'on ne peut pas consommer, nous. C'est pas indiqué dans la Cour des comptes. Non, effectivement, ça n'est pas dans le rapport. Troisième point. C'est compliqué pour eux. Ah oui, peut-être. On leur demandera un droit de réponse. Dites-moi, Benoît, troisième point important, à part la ration. Le troisième levier qu'on peut activer et qui est là en cours de déploiement et qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, ce sont des additifs alimentaires. Attention, là, quand on parle d'additifs, on n'aime pas trop en général. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour dédramatiser les choses. Ça peut être des exemples, par exemple, d'enrichir la ration avec un peu de matière grasse, qui permet de réduire les émissions de méthane. Et en plus, si on peut choisir la bonne matière grasse, ça veut dire qu'on pourra avoir un peu plus d'acides gras insaturés au type oméga 3 dans la viande. Des oléagineux, par exemple? Enfin, je veux dire, la graine de lin ou de la graine d'autre chose? Exactement, c'est bien ça qui est mis en avant. Alors, on va pas préférer l'huile de palme, forcément. On va plutôt aller vers les matières grasses qu'on recherche en nutrition humaine. Oui, et qui se retrouvent dans la viande d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis, un autre additif emblématique sur lequel on travaille, et on en a beaucoup entendu parler dans la littérature scientifique à l'échelle mondiale, ce sont des additifs à base d'algues qui montrent des résultats assez spectaculaires qui vont de 50 à 80% de baisse du méthane. Ah oui. On n'est pas, nous, dans cette ambition-là, parce qu'on trouve que ça va un peu loin aussi en termes de baisse des performances des animaux, et on veut pouvoir les maintenir. Mais en tout cas, c'est très prometteur pour l'avenir. Ça capte l'eau, ça gélifie et en quelque sorte, ça empêche l'émission de gaz. Non, pas du tout. Non. Voilà, très intéressant. Il y a une molécule d'intérêt qui vient chanter une des voies de production du méthane dans l'humain. C'est formidable, ça. Voilà. Ah d'accord, c'est purement de la chimie, de la biochimie à l'intérieur de l'estomac de la vache. Exactement, on va agir sur la méthanogénèse dans la vache. Formidable. Et le quatrième levier possible, auquel n'a pas pensé la Cour des comptes, si j'ose? C'est la sélection génétique, puisque aujourd'hui on sélectionne les animaux sur tout un tas de critères de production, de santé, de morphologie. En fait, le caractère méthane, il est aussi héritable, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en place une sélection génétique pour sélectionner naturellement des animaux qui vont émettre moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Benoît, à Lidl, on sait quelles sont les races bovines qui sont plus productrices de méthane que d'autres? Alors, c'est pas sans stigmatiser certaines régions, bien sûr. Non, mais en fait, la recherche, elle ne se fait pas en comparant les races, elle se fait intra-race, aller chercher les individus d'intérêt. Avec des gènes particuliers ou des chromosomes particuliers. Exactement, et surtout ce qu'on appelle un phénotype, c'est-à-dire l'expression des gènes, qui font qu'elles vont moins émettre de méthane. Alors moi, ce qui me plaît bien dans ce que vous dites, tout à l'heure, Johan Barbe disait qu'on travaille avec Lidl. Moi, je comprends mieux, parce qu'on a toujours la vision, lorsqu'on est loin du monde agricole, d'un monde un peu tourné vers le passé, vers les traditions, etc. Pas du tout. Et là, c'est d'une grande modernité, Johan, ce que nous dit Benoît. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes à la pointe du progrès pour essayer de répondre correctement aux grands enjeux du futur. C'est effectivement ça.
On l'a perdu un petit peu, Léane. Il s'est perdu dans son champ. Ça va, Johan? Ah si, c'est revenu, c'est revenu. Voilà, vous étiez derrière. Donc je disais, effectivement, on est à la pointe de la technologie et c'est ce qu'on veut pour améliorer nos exploitations et notamment notre bilan carbone. Et aujourd'hui, rappelez quand même qu'on l'a demandé dans tous les plans de filière, c'est que la science soit plus présente et soit plus rapide. Donc pour ça, on avait demandé des fonds et la Cour des comptes ne s'est jamais penchée justement sur les dépenses publiques de recherche. Et je pense qu'elle ferait mieux de s'occuper de ça puisqu'on est loin du compte et il nous faut plus de science pour aller plus vite si on veut, on va dire, compenser une partie des effets sur le climat, quoi. Il faut que la science réponde. Il faut que la science recherche et ça coûte. Et Benoît Guidel ne va pas me démentir, c'est qu'à chaque fois on se heurte à des problématiques budgétaires. Mais si on veut avancer, il faut vraiment qu'on soit accompagné. Bien sûr. Et l'agriculture de demain, elle se fait aujourd'hui grâce à la science. Alors, Véronique Langlais, quand vous entendez parler d'additifs, que vous entendez parler de sélection génétique, etc., ça fait pas un peu peur aux bouchers, ça? Parce que... Non, parce que la graine de lin, c'est très connu dans une... Alors, la graine de lin, certes, mais ce que je veux dire, c'est que des charges. La boucherie, elle joue sur le marketing de la tradition, de valeurs anciennes. On joue sur la tradition, certes, mais aussi sur l'innovation, parce que si on est toujours présent, malgré les siècles qui se sont écoulés, c'est qu'on est aussi innovant quelque part. Ouais. Et on voit bien que la boucherie artisanale et la viande, bien que ce soit un sujet qui divise beaucoup, c'est aussi un sujet qui réunit énormément. Et ce qui me dérange, là, pour rebondir sur la Cour des comptes, c'est qu'on ne doit pas oublier aussi que grâce à certains agriculteurs, on a des villages entiers qui sont chauffés grâce à la méthanisation. Donc il ne faut pas toujours tout stigmatiser, mettre à droite et à gauche. Il faut rester modéré, équilibré. On va rester ensemble encore quelques minutes pour parler justement de cette méthanisation, de ce qu'on peut en faire. Car le méthane, c'est certes un gaz à effet de serre, beaucoup plus nocif que le carbone, mais il paraît aussi que c'est une source d'énergie. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ferniaud fait le marché, un marché de viande, de lait, un marché bovin un petit peu ce matin, pour essayer de contrer cette tristose. Oui, c'est une maladie qui nous prend quand on lit le rapport de la Cour des comptes, qui stigmatise, qui pointe du doigt, qui moque presque l'élevage français sur des raisons purement écologiques, ce qui n'est pas le rôle de la Cour des comptes, on le rappelle, depuis une semaine qu'est sorti ce rapport. Et pourtant, les solutions, elles sont là pour essayer de contrer le côté nocif de la production de méthane par nos vaches. Oui, mais c'est naturel, c'est pas des usines à gaz, les vaches. Quoique, sur le plan digestif, c'est un peu une usine à gaz. C'est compliqué avec 4 estomacs, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on est ce matin avec Véronique Langlais, la présidente des bouchers parisiens, ici en studio, et au téléphone, Johan Barbe, du bureau de la FNSEA, et chargé de l'élevage, et Benoît Rouillet, qui est chercheur et responsable de projet en alimentation justement de ces beaux troupeaux. Alors on donnait les leviers pour essayer de lutter contre cette méthanisation sauvage de notre atmosphère. Il y en a une qui est essentielle et qui est utile, c'est justement la méthanisation contrôlée en quelque sorte, Benoît. Oui, la méthanisation contrôlée qui permet non pas de récupérer les rots des vaches, mais de récupérer les déjections. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il en reste un petit peu. Et puis parfois de coupler ça avec aussi des cultures énergétiques et ou des coproduits d'industrie alimentaire. Oui. Pour finalement reproduire le processus de digestion des ruminants et produire ainsi du méthane qui va permettre de produire de la chaleur et de l'électricité. Oui, mais Benoît Rouillet, moi je suis basique comme gars. On pourrait imaginer, quand elles sont à l'étable, qu'il y ait une sorte de milieu clos qui permette aussi de récupérer les rots des vaches, non, avec des souffleries, des souffleries aspirantes. Ça pourrait, ça fait partie des choses auxquelles on pense régulièrement, d'avoir un bâtiment hermétique en quelque sorte. Oui, c'est ça, une chambre hermétique. C'est pas franchement le modèle qui est souhaité par la société non plus. Non, soyons clairs. Non, c'est pour ça. On a parlé des prairies. Voilà, les prairies ont quand même des atouts. Donc ensuite, il y a aussi un choix de société derrière. Et la société doit être, je dirais, cohérente jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut pas taper sur les éleveurs et leur continuer à demander de produire. Il y a un moment donné où ils vont en avoir marre. Ça va s'arrêter et malheureusement si la consommation ne baisse pas, on importera
des choses qu'on produit avec beaucoup moins de qualité ailleurs que chez nous. Voilà. Alors, je vais demander dans 2 secondes son avis à Véronique Langlais, qui a toujours de belles choses à dire, mais je voulais me tourner vers Johan Barbe, parce que ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, et c'est ce qui est en filigrane dans ce rapport, c'est cette volonté de la Cour des comptes de ne trouver comme seule solution que la baisse du nombre, de l'importance de nos cheptels en France. Or, soyons clairs, si la consommation ne baisse pas tant en produits laitiers qu'en viande bovine, et qu'on veut baisser l'élevage, ça veut dire qu'on va aller l'acheter ailleurs. Donc c'est le double effet qui se coule. On va dépasser le... Non seulement on perd encore plus notre souveraineté agricole, mais en plus on va faire venir par des camions, par des cargos, pas par des avions quand même, par des trains, par des avions éventuellement pour le bœuf japonais, voilà. des quartiers de viande, et avoir une empreinte carbone démesurée. Non, mais c'est tout à fait ce que disait Benoît. En plus, on a déjà dégoûté pas mal d'éleveurs par le manque de revenus. Ouais. On est déjà en baisse croissante du cheptel, donc ça veut dire qu'on va à une vitesse de plus en plus élevée. Si en plus de ça, la Cour des comptes préconise qu'il faut encore appuyer sur la tête de nos éleveurs, effectivement, on importera de plus en plus, qu'aujourd'hui, on est déjà dépendant, notamment sur la viande bovine, d'importation extérieure. Donc il faut absolument que ça cesse, que ce discours de fond contre l'élevage, alors que l'élevage a des vertus et qu'il faut les mettre en avant et qu'il faut continuer à avancer et que les éleveurs sont prêts à relever les défis. Il me semble que la Cour des comptes vient nous planter un coup de poignard dans le dos, juste au profit, on a l'impression, du végétal, alors que nous, on a toujours dit qu'il fallait pas opposer. Aujourd'hui, l'alimentation, ça doit être varié, ça doit être un choix du consommateur, et pour ça, il faut pas les orienter, comme la Cour des comptes voudrait faire, par des rapports qui sont, pour nous, incomplets, et qui sont surtout pas le lieu de la Cour des comptes d'aller dire aux consommateurs ce qu'il doit consommer demain. Est-ce qu'on peut me permettre d'ajouter un petit commentaire là-dessus? Oui, bien sûr, Benoît. Également sur tout ce qui est utilisation de produits extérieurs comme les produits phytosanitaires ou des engrais, les élevages ou les fermes qui en consomment le moins sont des élevages de polyculture élevage, justement, qui associent végétal et animal dans un cycle vertueux. Oui, une sorte d'autarcie vertueuse. Oui. Alors... Justement, par rapport à cette polyculture élevage, il faut rappeler quand même aussi que les sols qui sont les plus fournis en matière organique, donc qui sont les plus à même de capter le carbone, c'est les sols où c'est qu'il y a justement de la présence d'élevage, puisqu'il y a le fumier qui est rapporté au sol, les nourrit, et leur permet de capter toujours plus de CO2. Alors, mon intention et la nôtre d'ailleurs n'est pas à notre tour de stigmatiser la Cour des comptes. C'est juste un révélateur, ce rapport, parce que c'est une situation qui est sous-jacente. On peut dire à la décharge de la Cour des comptes qu'elle est un peu le pompier parce qu'il y a le feu au lac. C'est bien ce qu'elle met en évidence, c'est qu'il y a un vrai problème autour de la culture, d'abord de l'élevage et de la culture de la viande, des produits laitiers qui sont battus en brèche évidemment de plus en plus par tous les végétaliens en quelque sorte, et tous les lobbies qui sont derrière les végétaliens. C'est peut-être pas le coup de grâce, mais en tout cas on tire un peu sur l'ambulance à s'en prendre à l'agriculture française. Johan. Non, mais c'est sûr, je veux dire, Benoît l'a très bien dit, il y a le consommateur et le concitoyen. Aujourd'hui, le consommateur, il veut consommer des produits sains ici des territoires français. Et de l'autre côté, le concitoyen, il dit qu'il faudrait plus produire en France parce qu'il y a des émissions de méthane et tout ça. Donc, il y a un moment, il faut qu'on se rassemble tous autour d'une table. On a des plans de filière. Et je le rappelle à chaque fois, mais c'est quand même ça notre chemin qu'on doit suivre ensemble. Notamment, les sociétés de consommateurs sont associées à ces plans de filière, donc sont plutôt en phase avec ce qu'on veut mettre en avant. L'élevage, c'est pas un coup de baguette magique, c'est des cycles assez longs. Donc c'est assez long à faire modifier, mais on est en cours. Aujourd'hui, vous avez parlé méthanisation. On a aussi tout ce qui est implantation de panneaux solaires sur nos bâtiments d'élevage qui sont un vrai vivier, j'ai envie de dire, de surface, exposé au soleil. Pour avoir une sorte d'équilibre carbone, de compenser, même si on ne fait pas baisser les éructations. Et il y a beaucoup d'accompagnement aussi auprès des éleveurs, notamment, je ne sais pas si ça vous parle, quand je vous parle de Cap2R, qui est un audit qu'on fait dans les élevages pour aider les éleveurs à de meilleures pratiques. Au départ, il y a 10 ans, quand on a mis en place cela, il y a eu 3000 exploitations qui ont été auditées. Maintenant, on en est à 20 000 euros, je vais dire. 20 000 exploitations, c'est quand même pas rien, où on a changé les pratiques, on les a améliorées, notamment pour tout ce qui est gestion du carbone. Donc, moi, je dis bravo à nos éleveurs qui se remettent toujours en question, finalement.
Oui, il faut le dire, hein, Johan. La FNSEA, c'est pas la fédération du passé et de la tradition arc-boutée contre le progrès. Au contraire, évidemment qu'il faut changer. Hein, on est bien d'accord. Seulement, il faut changer. Améliorer. D'accord. Hein. Le changement, il est permanent. L'évolution, on doit le faire déjà évoluer nos élevages aussi par rapport au climat. On est tous sujets au climat et je veux dire, on sera les premiers impactés. Donc quand on nous dit l'agriculture ne veut pas travailler sur le réchauffement climatique, mais si, parce que nous là aujourd'hui, on a subi plutôt une période assez pluvieuse, c'est la météo, mais là on nous annonce une période peut-être sèche. On ne sait pas comment ça va arriver. Il faut surtout pas présager de demain, mais il faut toujours s'adapter et se remettre en cause. Et je pense que c'est la grande force de l'agriculture française et notamment de l'élevage avec des cycles longs. Coûteux en capital, hein, parce que quand vous avez des animaux, c'est des cycles minimum de 3 à 6 ans, donc c'est des vrais investissements. Et nos éleveurs croient vraiment en leur métier, en leur passion. Et donc, on n'avait pas besoin d'un rapport de la Cour des comptes qui stigmatise une fois de plus l'élevage français, sans parler de l'élevage justement, on va dire même européen ou mondial, alors que je pense qu'on a quand même des atouts à mettre en avant, à faire valoir et à continuer à faire dire que nos élevages, ça façonne les territoires. Et la beauté des territoires. Et ça, on le doit quand même à nos éleveurs. Un dernier mot, Benoît Rouillet. Il faut rappeler aussi, peut-être, parce qu'on ne l'a pas assez dit, que certes, le méthane est plus nocif pour notre atmosphère que le CO2, beaucoup plus nocif. En revanche, il est produit en moins grande quantité, parce que les vaches, face à toute l'industrie et au transport, on peut se poser la question. Et puis aussi, c'est un gaz qui a une durée de vie moindre. Il disparaît beaucoup plus rapidement. Absolument. Donc en fait, si le méthane qui est ciblé, c'est parce qu'on veut avoir une action rapide sur le climat. C'est ça. Et donc, comme il a une durée de vie plus courte que le CO2, eh bien, on se dit que c'est la bonne cible pour avoir une action rapide, ce qui est fondamentalement totalement vrai. Oui. Mais tout ce n'est pas couplé à une politique ambitieuse de réduction du CO2 à l'échelle mondiale. On retrouvera le problème dans quelques années de la même façon qu'avant. Donc ça, c'est important. Et j'entendais parler des améliorations de l'élevage tout à l'heure. Je vais vous donner 3 chiffres pour vous montrer que l'élevage évolue quand même. À travers CAP2ER, donc ce fameux outil de calcul de l'empreinte carbone, on sait que depuis les années 90, l'empreinte carbone du lait, par exemple en France, elle a été diminuée de 30%. Oui. Donc ça, c'est pas rien. Vous avez cité le soja importé également du Brésil. En 15 ans, il a été diminué de moitié en France, cet import. Oui. Et puis, c'était la même chose à peu près pour les antibiotiques qui ont été divisés de moitié en quelques années au niveau de l'élevage. Donc, l'élevage, il a évolué, il évolue toujours, et je pense qu'il continuera à évoluer, mais à la condition quand même qu'on le respecte. C'est-à-dire que les éleveurs, les femmes et les hommes qui font vivre ces territoires, qui entretiennent ces paysages et qui s'occupent bien de leurs animaux, ils ont besoin de respect de la part de la société aussi. Donc ça, c'est un grand message. Et comme je dis souvent, pour moi, les agriculteurs devraient être des rockstars. Et de reconnaissance d'ailleurs, de reconnaissance parce qu'ils prennent soin de nous au quotidien. Et vous dites aussi que la vache n'est pas une gazelle, donc elle le fait à son rythme, en quelque sorte. Un rythme un peu tranquille, mais bon, même si on pousse les choses, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est ça que vous nous dites. Exactement, il y a un temps long, on est avec des animaux, il y a un processus de production qui est long, c'est la nature. Et donc, ça évolue, ça s'améliore, mais il faut du temps. Juste quand même pour compléter, dire quand même que les consommateurs, les consommateurs aujourd'hui sont plutôt du côté des éleveurs. On n'entend pas assez ceux qui nous défendent et on entend malheureusement plus ceux qui sont contre l'élevage et qui se permettent des choses sans même écouter la science. Donc quand même un grand merci à tous les consommateurs qui nous soutiennent, sans forcément le dire haut et fort dans les médias. Eh bien, il y en a une ici justement qui est au contact du consommateur tous les jours dans sa boucherie parisienne, c'est Véronique Langlais. Véronique, j'allais vous donner le mot de la fin. Vous qui êtes justement au contact de la clientèle, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un réel émoi jusque chez les consommateurs qui ont dit on veut nous priver de nos vaches? Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce week-end, je n'ai jamais vendu autant de côtes de bœuf. Et c'est le problème, c'est que nous ne fabriquons pas que des côtes de bœuf quand on fait grandir un bovin. Et comme je disais la semaine dernière, les consommateurs se trouvent maintenant militants, au même titre que nos détracteurs. Donc je trouve que c'est plutôt bien, ils sont impliqués, engagés, et ils ont un grand respect des éleveurs, et ils posent des questions. Et quand on voit qu'ils posent des questions, c'est qu'ils sont aussi impliqués dans leur acte d'achat. Ils sont consommateurs.
Bon, vous savez quoi? Vous allez mettre du flancher et du tendron de veau de côté. J'irai acheter de la crème. Comme ça, j'aurais fait viande et produits laitiers en même temps pour une blanquette. Parfait. Ok? Ça va comme ça? Avec plaisir. Merci beaucoup, Véronique Langlais, d'être venue nous voir ce matin. Merci, Johan Barbe de la FSEA. Et merci, Benoît Rouillet de l'IDEL, pour vos lumières sur le sujet. On attendra le prochain rapport de la Cour des comptes en espérant qu'ils s'amenderont et qu'ils produiront moins de méthane, en pensant trop, parfois, et pas tout à fait juste. Allez, on se quitte une minute et on se retrouve avec tout un autre sujet. Un chef qui a eu quelques soucis. Et moi, quand les chefs ont des soucis, je suis là, j'appelle. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On parle souvent de la famille des chefs, la famille des cuisiniers. C'est vrai que c'est un peu une famille. Et quand il y a un membre de la famille qui a des problèmes, c'est comme avec les amis, c'est comme dans la famille, on appelle, on s'en occupe, on en discute, on essaye de trouver des solutions, même quand c'est mal emmanché, comme on dit. Et ce matin, je passe un coup de fil à Benoît Vidal. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Benoît Vidal, alors chef doublement étoilé, toujours, j'ai envie de dire. La maison Benoît Vidal, c'est au Fornay, c'est juste au-dessus de Val d'Isère, enfin c'est la commune de Val d'Isère. Et donc, je vous appelle parce que on a lu dans la presse, ceux qui s'intéressent à la vie des chefs et à la vie de la restauration française, que vous aviez été vidé de votre resto, en quelque sorte, foutu à la porte, on peut dire ça? Bon, c'est pas le terme approprié. Oui, enfin moi je le dis comme ça, mais bon, je comprends que vous preniez des gants, des maniques pour en parler. En tout cas, soyons clairs, voilà, vous êtes installé depuis quoi, 2011, c'est ça, à Val d'Isère? Je suis arrivé en 2011 dans le chalet d'un propriétaire qui avait déjà un restaurant qui se développait pas, qui vivait pas très bien et qui était sur le point de fermer. C'est sur le conseil de l'ancien chef à moi, donc Régis Marcon, pour le citer. Ah, qu'on salue, Régis. Voilà, c'est Régis qui m'a présenté le propriétaire. Et le but, c'était que le propriétaire puisse me laisser après le fonds de commerce par la suite de l'établissement. Oui. Et vous avez fait fructifier cet établissement par votre talent, Benoît. Vous avez obtenu 2 étoiles. 2 étoiles, c'est inespéré presque. 2 étoiles au guide Michelin, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je veux dire, vous êtes dans les 50 meilleurs chefs français, voilà, sur les milliers de chefs qu'il y a, de cuisiniers qu'il y a. C'est exceptionnel, c'est une note fantastique. Et aujourd'hui, que s'est-il passé? En fait, il vous a fait une petite queue de poisson, votre propriétaire. Il vous a, au dernier moment, fait des promesses qu'il n'a pas tenues, c'est ça, on peut dire? Voilà, ça fait des années qu'il me disait que j'obtiendrais le restaurant. Et puis, moi, j'ai fait développer un chiffre d'affaires. J'ai fait faire quelque chose à une maison qui n'était pas prévue pour ça. Je pense au début. C'était une gargote et vous en avez fait un grand restaurant gastronomique, quoi. Voilà, une adresse incontournable, voilà, vous l'avez cité, dans les 100 plus grandes tables françaises. Donc voilà, c'était inespéré, je suis arrivé là, et du coup, l'homme attiré par le gain a repoussé l'achat en stipulant tout un nombre de... Par le gain de quoi, en fait? Il a fait monter les enchères, on peut dire, sur l'immobilier? Pas monter les enchères, de toute façon, Val d'Isère est un endroit où le mètre carré augmente chaque année, donc ça... Autant les nappes phréatiques baissent chaque année, autant lui, il fait inverse. Donc voilà, et il savait très bien qu'il avait un bail à construction qui se terminait en 2025, et il avait pour but surtout que je parte pas avant 2025. Sauf que avec des événements personnels, j'ai bousculé un peu les choses pour prendre la location en mon nom et d'arrêter d'être salarié. Donc je me suis aperçu quand j'ai pris la location que il y avait anguille sous roche. Et qu'il y avait des choses qui étaient pas très claires. Donc je suis allé jusqu'au bout du truc et là, quand je lui ai fait une demande pour acheter le fonds de commerce, il m'a dit qu'il sortirait plus le fonds et qu'il me demandait 9 millions d'euros pour l'achat intégral de la structure. Donc le fonds de commerce, c'est moi qui l'ai construit. L'activité, vous l'avez créée en quelque sorte, la clientèle aussi. Oui, exactement. Le chiffre d'affaires aura des pâquerettes avant que j'arrive. Et voilà, donc il a fait des mètres carrés aussi par le biais de mon exercice. J'ai perdu tous les fonds propres quand il a récupéré à partir du moment où j'ai pris la location. Donc toutes les économies que moi j'avais fait sur cette entreprise, il les a récupérées.
Le stock, j'ai dû le racheter une deuxième fois, alors que c'est mon travail qu'il a payé. Hein, je veux dire, le cave, ça se constitue pas du jour au lendemain. Ah bah non. Et comment que non? Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et là, j'ai dû la racheter cette année. Et là, en fait, il me demande 9 millions d'euros, donc il intègre la totalité de tous mes efforts depuis 12 ans, que je les repaye. En fait, il veut vous faire payer ce que vous avez construit, quoi. Exactement. Mais excusez-moi, mais j'essaye de comprendre parce que tout le monde n'est pas versé évidemment dans l'administratif et le commerce. Tout le monde n'est pas commerçant. En général, lorsqu'on décide de partir d'un endroit, un restaurant comme celui-là qui a une valeur et pas nulle, et loin de là, on revend son fonds de commerce en quelque sorte. C'est la cagnotte qu'emporte le cuisinier ou le locataire pour ouvrir un autre fonds de commerce. Là, vous partez avec rien dans les poches? Rien du tout, puisque le fonds de commerce, c'est moi qui l'ai développé, mais il ne m'appartenait pas. Oui. Moi, je voulais l'acheter. Il ne veut pas le vendre, il ne veut pas le sortir des murs. Et donc à ce moment-là, moi je pars, j'ai racheté une cave, donc j'ai mon stock de vin avec moi. Oui. Enfin, vous avez le stock de vin, mais pas la cave, quoi, en quelque sorte. J'ai plus de restaurant, j'ai plus rien. Donc aujourd'hui, la problématique elle est là, c'est-à-dire que je me retrouve à avoir tout perdu. Tout ce que j'ai construit en étant associé avec cette personne, parce que lui, il avait pour objectif de vendre l'intégralité de l'outil, sans penser à moi. Et même ce qui me fait énormément mal, c'est en sachant que lui, il avait un bail à construction qui m'avait caché, qui se terminait en 2025. Il savait qu'il devait me tenir jusqu'à 2025, et après, il s'en fichait parce qu'il pouvait vendre la totalité de son bien. Mais ça montre la duplicité de son calcul, parce que lui, il le savait. Enfin, il a mené sa barque dans ce sens-là. C'est ça que vous nous dites. Calculé. Pour moi, c'est de la manipulation. Pour moi, c'est avoir utilisé quelqu'un, son talent en l'occurrence, son travail, ses sacrifices, d'avoir profité de l'argent qui est rentré dans cette entreprise, d'avoir fait des mètres carrés en sachant que les mètres carrés à Val d'Isère, c'est une vraie plus-value. Bien sûr. Sur mon travail, pour à la fin, mais attendez, quelle que soit l'issue, lui, il est gagnant. Benoît Vidal, moi j'essaie de raisonner avec du bon sens. Il ne vous a pas fait une proposition de dire si cet immeuble il le vend en 9 millions, il vous a pas proposé de vous dédommager en définitive du fonds de commerce? Non. Et là il m'avait sorti, donc j'ai reçu un courrier de ses avocats me stipulant que c'était 9 millions d'euros, alors que l'année dernière il y avait une estimation qui avait été faite dans mon dos. Il est allé voir des investisseurs dans mon dos, du moins des gens qui rachètent des chalets, etc. Bien sûr, oui. Dans mon dos, j'ai appris ça dans la rue l'année dernière. Donc ça, c'était déjà assez douloureux pour moi. Et en même temps, l'estimation était aux alentours de 5-6 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Et là, il me fait un courrier en me demandant 9 millions d'euros. Pour vous rendre l'achat impossible et pour essayer de... Oui, en quelque sorte, il vous éjecte. Alors, il y a un grand émoi, évidemment, chez tous les habitants de Val d'Isère, les vacanciers, etc. Parce que vous êtes le spot gastronomique de cette belle station. Je sais que le maire, Patrick Martin, s'est exprimé en disant qu'il est navré, mais apparemment, personne ne peut rien faire. Oui, puis c'est une affaire privée, c'est le propriétaire. Et moi, Et vous n'avez pas envie de faire la guerre, quoi. En quelque sorte, vous êtes écœuré. Oui, vous savez, quand vous avez passé 12 ans à travailler comme je fais, à avoir porté cette maison à bras-le-corps, à avoir monté là où je l'ai monté, en disant on est au Fournet, je sais pas si... si, c'est le bout du monde, avant le col de l'Iseran, quoi. C'est un pari, un défi énorme que d'arriver à faire quelque chose là-haut. On est assujetti à des complexités énormes en termes météorologiques et compagnie. Et on est à Val d'Isère, donc le prix de l'immobilier s'enflamme, il faut loger son personnel. Je me suis battu pour pouvoir trouver. Chaque fois, j'essaye de faire le Rubik's Cube pour trouver des positionnements pour loger mon staff. Sans compter les... en montant en qualité, parce que j'ai jamais voulu transgresser l'offre que je proposais. Et puis il faut trouver la main d'œuvre, et qui monte là-haut, et puis la loger, etc. C'est vraiment des équations pas simples. Et puis moi, j'ai pas d'hôtellerie, on est juste restaurant pur. Bien sûr. Donc j'avais créé un petit bistrot, donc on a continué à développer. On avait une belle activité. Moi, ce qui me faisait énormément plaisir, c'était de pouvoir accueillir tout le monde, aussi bien le saisonnier au bistrot qu'au gastro, que la plus grande fortune, que les propriétaires habituels, voilà. Benoît,
Je sais que cet été sera ouvert le bistrot, hein, le gastronomique, il est définitivement fermé. Si vous n'avez pas goûté la cuisine 2 étoiles de Benoît Vidal, c'est un peu tard, il faudra attendre la prochaine affaire. À la faveur de tout cela, est-ce que vous avez eu des propositions de grandes maisons, de belles maisons ? Oui, vous l'avez dit à l'ouverture de votre entretien, c'est que voilà, il y a une très belle solidarité qui existe dans cette profession. Énormément de gens m'ont appelé, déjà par bienveillance, par gentillesse, par affection, propriétaires de Val d'Isère, habitués, clients, restaurateurs, investisseurs aussi. J'ai eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus me voir par rapport à ça. Mais bon, moi je suis trop échaudé par rapport à ce qui s'est passé. Puis vous êtes écœuré là, on le sent bien. Il faut que l'été passe là-dessus, hein, certainement. Non, mais je suis homme de valeur et de principe et quand je m'engage, je triche pas. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Ni dans votre cuisine, ni dans la vie. Hein, oui, c'est une philosophie. Voilà, on exprime qui on est. Hein, je veux dire, dans la cuisine, c'est un métier de générosité, la cuisine. Hein. Et là, vous en avez. On donne qui on est, on va jusqu'au bout des choses. On garde rien sous la chaussure. Hein. C'est pour moi très important. Et voilà, je suis allé à fond dans tout ce que j'ai entrepris. Et c'est dommage que ça se termine comme ça. Oui, parce que ce monsieur, votre propriétaire, ce petit monsieur n'a pas fait preuve de grande générosité à votre égard. C'est pour le moins ce qu'on peut en penser. Benoît, on vous souhaite le meilleur, que l'été se passe bien. J'espère passer vous voir et de continuer à relayer les aventures de Benoît Vidal. On a hâte que vous preniez cuisine ailleurs, hein, que vous fixiez. C'est le but, là, maintenant, c'est la prochaine étape, le prochain chapitre. Je dis. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le livre n'est pas fini et on va encore écrire des belles lignes et des belles histoires à travers notre expression. Que vous ne soyez plus un SCF, sans cuisine fixe, ce que vous êtes un peu aujourd'hui, malheureusement, par la force des choses. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, pour qu'on en reparle quand les nouvelles seront meilleures, Benoît. Grand plaisir, Vincent. Allez, bon dimanche à vous. Néanmoins, voilà, c'est fini, mes amis. On souhaite le meilleur au chef Benoît Vidal, vous l'avez compris. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h dans une émission qui risque de tourner vinaigre. Mais du bon vinaigre, puisque se prépare à Orléans le premier festival du vinaigre. Eh oui. Mais tout de suite, le journal de 11h et après, en toute vérité, avec Alexandre Devecchio. Mon régal sur Sud Radio, comme tout le reste de l'antenne, s'il vous plaît. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.